Dans ce chapitre, on va parler de la classification périodique, c'est-à-dire on va apprendre comment est composé un tableau périodique et qu'est-ce qu'on peut déduire de cette classification périodique. Alors, dans le tableau périodique, ils sont placés 118 éléments chimiques, dont 90 sont présents à l'état naturel et on peut compter actuellement une vingtaine d'éléments chimiques artificiels. Ce classement s'effectue ligne par ligne et par ordre croissant de Z. Bien sûr, en respectant les règles de stabilité de chaque élément. Alors, ces règles sont la règle de Klikovsky, de Hund et Pauli. Cette construction de tableau périodique est basée sur les lignes et les périodes d'un tableau. C'est-à-dire, on remarque que dans un tableau périodique, il possède des lignes et des colonnes. Les lignes désignent des périodes, elles sont numérotées de 1 à 7 et ces numéros correspondent au nombre quantique principal. Et les colonnes de 1 à 18 qui correspondent à des familles qui possèdent les mêmes caractéristiques ou bien la même structure électronique. Le tableau périodique est organisé sous forme de blocs. On distingue dans cette classification différents blocs qui sont en fonction de la sous-couche sur laquelle est placé le dernier électron lorsqu'on détermine la configuration électronique de cet élément. Alors, on obtient des blocs S, on remarque qu'il y a des blocs P, des blocs D et des blocs P. On va définir donc les différents groupes. Chaque colonne rassemble des éléments chimiques qui ont la même configuration électronique, c'est-à-dire elles possèdent des propriétés chimiques similaires. Le nombre d'électrons sur la couche externe représente le nombre d'électrons de valence. Et à chaque structure électronique, on va affecter à ces colonnes des noms. Par exemple, dans le cas où la configuration électronique de NS1, ce sont des alcalins, NS2, ce sont des alcalis non terreux, et ainsi de suite. Donc là, on remarque que les halogènes qui sont en bleu ont une structure externe NS2-NP5, les gaz rares ont une structure électronique de NS2-NP6, et on a donné le nom des métaux de transition à ces éléments qui se trouvent entre le NS et le NS-NP, c'est-à-dire ils font la transition entre les deux groupes, ou bien entre les deux types de blocs. Également, on peut également donner au tableau périodique des éléments sous forme de sous-groupes. On a des sous-groupes désignés par la lettre A et des sous-groupes qui sont désignés par la lettre B. Les sous-groupes qui sont désignés par la lettre A impliquent les électrons de valence NS et NP. Les éléments chimiques qui sont indexés par la lettre P désignent les éléments chimiques qui ont pour structure électronique NS et N-1D. C'est-à-dire, on implique les électrons NS et ND comme électrons de valence. Le remplissage des couches électroniques est soumis à certaines règles qui sont fixes. On les appelle règles de stabilité, c'est-à-dire la règle de Klikovsky, la règle de Hund et la règle de Pauli. C'est-à-dire que les électrons sont répartis de manière à obtenir la configuration d'énergie minimale en respectant l'ordre d'énergie par la valeur de N plus L croissant. C'est-à-dire que les électrons sont répartis par ordre croissant d'énergie en commençant par la sous-couche la plus basse d'énergie. Également, dans le tableau périodique, on peut distinguer des éléments chimiques qui sont des métaux, des éléments chimiques qui sont des non-métaux et des éléments chimiques qui sont des semi-métaux. Et celle qui fait la distinction, c'est la règle de Sanderson qui va nous permettre de qualifier un élément chimique de métallique ou non métallique.
L'élément chimique, donc, lorsque possède le nombre d'électrons de sa couche N le plus élevé et inférieur ou égal au numéro de sa période, on dit dans ce cas que c'est un métal. Dans le cas contraire, il ne l'est pas. Alors ici, on a donné deux exemples de celui de magnésium. Z est égal à 12 dans la structure électronique possède 3 S2, c'est-à-dire N est égal à 3 et 2 électrons de valence. On remarque que 2 est inférieur à 3 et par conséquent, le magnésium est un métal. Les métaux ont la faculté de perdre facilement des électrons. Les orbitales externes contiennent moins de 4 électrons. Le calcium, par exemple, elle possède 2 électrons sur la couche externe, donc il peut les perdre sans problème, facilement. Par contre, les non-métaux, au contraire, tendent à capter les électrons. Comme l'oxygène, elle peut capter 2 électrons pour devenir un ion de moins. Les orbitales externes S et P contiennent un certain nombre d'électrons qui est supérieur ou égal à 4 électrons. On peut, à partir du tableau périodique, déduire l'évolution de rayons atomiques. On remarque que lorsqu'on augmente de n, c'est-à-dire lorsque la valeur de n, le nombre quantique principal augmente, le nombre de couches augmente et par conséquent le rayon atomique augmente. Donc on peut conclure que le rayon atomique dans une colonne, il augmente du haut vers le bas. Alors que dans le cas d'une période, on remarque que le Z est toujours le même, ne change pas, c'est-à-dire le nombre d'électrons. Et plus le nombre d'électrons augmente, plus la force entre les électrons et le rayon augmente. Et par conséquent, on remarque une réduction de rayon atomique. Donc, on peut conclure que le rayon atomique diminue de la gauche vers la droite. L'évolution de l'électronégativité dans le tableau périodique. D'abord, une électronégativité traduit la capacité d'un élément chimique à attirer les électrons lors de la formation d'une liaison chimique avec un autre élément. Lorsqu'un élément ayant une grande électronégativité, donc elle attire fortement les électrons, on dit que c'est un élément, elle est électronégatif. Dans le cas contraire, on dit que l'élément est électropositif parce qu'elle attire faiblement les électrons vers lui. Dans ce tableau, on peut remarquer que l'électronégativité augmente de la gauche vers la droite et augmente également du bas vers le haut. Donc, ce sont des valeurs qui sont calculées expérimentalement. Dans ce tableau, on remarque que le fluor possède la valeur la plus élevée et que les césium et le francium possèdent la valeur la plus faible. Évolution de l'énergie d'ionisation et affinité électronique dans le tableau périodique. Alors, l'énergie d'ionisation, qui est une énergie qu'il faut fournir à un atome pour arracher un électron, varie selon la valeur de Z. Sur une même période, si Z augmente, alors l'énergie d'ionisation augmente. Si sur un même groupe, si Z augmente, alors l'énergie d'ionisation diminue. Donc, il est symbolisé par cette figure, c'est-à-dire que l'énergie d'ionisation augmente du bas vers le haut et augmente également de la gauche vers la droite. On parle de la première énergie d'ionisation. Cette énergie d'ionisation varie en sens inverse du rayon atomique. Alors, quand on a un atome X, elle va céder un électron, donc on va arracher un électron, donc il va devenir un cation. Dans le cas de l'affinité électronique, qui est un phénomène inverse de l'énergie d'ionisation, c'est-à-dire lorsque un atome va fixer un électron, il va libérer de l'énergie. Alors, cette énergie libérée, elle varie de la gauche vers la droite, elle augmente de la gauche vers la droite dans un tableau périodique et également, elle augmente du bas vers le haut dans le tableau périodique. On remarque que l'électronégativité, l'affinité électronique et l'énergie d'ionisation, elles ont le même sens de variation ou bien le même sens d'évolution. Dans ce tableau, on remarque l'énergie libérée dans le cas de la fixation d'un électron. Par exemple, pour l'oxygène, on remarque que c'est une énergie qui est égale à moins 7,28 et pour le fluor, on remarque que c'est 3,40 électrovolts.
Dans ce tableau, on peut faire un résumé sur l'évolution de quelques propriétés des éléments chimiques. Alors, on a remarqué que l'électronégativité et l'énergie d'ionisation ont le même sens d'évolution, c'est-à-dire ils augmentent de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Contrairement aux rayons atomiques, on remarque qu'elles augmentent de la droite vers la gauche et du bas et du haut vers le bas.